qu'est-ce que tu fais? Je me ressource. Tu ne crois pas que tu t'es ressourcé assez longtemps? Tu aurais dû la voir. Elle m'a mené la vie dure pendant le tournage. C'est vrai qu'elle est chiante. Et puis sa façon de jouer, elle m'a totalement bouleversé. Et moi alors, je t'ai pas bouleversé avec ce héros? Ce n'est pas pareil. Tes scènes étaient très drôles, elles m'ont beaucoup fait rire. Mais elles étaient courtes. Honnêtement, je ne sais pas si je suis encore à la hauteur. Mais c'est n'importe quoi. Tu sais quel est le vrai problème? Je ne m'adresse tout simplement pas à la bonne personne. Heureusement, je sais comment y remédier. Bonjour à toutes et à tous, je reviens bronzé. Pas tellement, c'est vrai. Mais reposé, ça oui. Soyez le bienvenu dans ce nouvel épisode de Depictura où nous allons parler d'une œuvre qui m'a toujours subjugué. En plus de figurer parmi les plus célèbres peintures du XVIIe siècle, je la vois comme l'âme de la peinture espagnole, rien de moins. Tenez-vous bien, nous avons de la visite. Las Meninas entre dans la pièce. En suivant l'ordre chronologique, Diego Velázquez est, après El Greco, le second grand représentant de la peinture espagnole. Né à Séville en 1599, il a été nommé à seulement 24 ans peintre du roi Philippe IV de 6 années son cadet. Principalement connu pour les prestigieux portraits qu'il a réalisés dans le cadre de la cour, il a été complètement auréolé de gloire lors de son second voyage en Italie qui a duré de 1649 à 1651 et profita même de cette occasion pour représenter le pape. À son retour un peu forcé en Espagne, il fut nommé maréchal du palais, atteignant de fait sa plus haute distinction dans l'administration royale. La charge était très lucrative, mais pas réellement prestigieuse. Elle était de surcroît épuisante car elle venait s'ajouter à toutes ses autres fonctions qui n'étaient pas uniquement artistiques. Il fallait par exemple tenir la chaise du roi lors des réceptions, préparer ses draps, acheminer bois et charbon, veiller à l'entretien du palais. Lorsque sa majesté était en déplacement vers ses résidences d'été ou en campagne, il fallait la suivre, et c'était également à lui que revenait la tâche d'organiser les entrevues comme celle qui a eu lieu sur l'île des Faisans avec le jeune Louis XIV. Ce travail fut tellement chronophage qu'au cours de ces dernières années, Velázquez ne peignit presque pas. Las Meninas, exécuté vers 1656-1657, fait donc partie des dernières œuvres de sa carrière et nous montre un bref aperçu de ce qu'était la cour du pays le plus puissant d'Europe. Or, la réalité était tout autre. Héritant de possessions colossales, éparpillées sur le globe au point que, disait-on, jamais le soleil ne s'y couchait, la jeunesse de Philippe IV laissait présager un règne faste, au moins aussi éclatant que ceux de Philippe II et du père de celui-ci, Charles Quint. Malheureusement, le monarque était loin d'égaler la force de ses illustres ancêtres. La consanguinité n'aidant pas, le roi Planète fut l'instrument de ses ministres, et le pays qui souffrait déjà de difficultés économiques ne cessa de s'endetter au point que nous trouvons dans les archives datées de l'hiver 1657 la note suivante. Il n'y a pas un réal pour payer le bois de la cheminée des appartements de Sa Majesté. La situation n'était guère meilleure sur les plans politiques et militaires. Pour commencer, la puissance maritime de l'Angleterre, toujours croissante, coupait progressivement la liaison avec les possessions américaines, où se trouvaient d'importantes mines d'argent. En tentant d'unifier les forces armées du royaume, des provinces comme la Catalogne se soulevèrent tout en étant victorieuses, et le Portugal en profita pour faire sécession. La fameuse reddition de la ville de Breda, illustrée par Velázquez, n'est qu'une bien maigre consolation puisque Philippe IV dut finalement reconnaître l'indépendance du Portugal en 1640, avant de faire de même pour les Provinces-Unies 8 ans plus tard. Entre-temps, la réputation d'invulnérabilité des armées espagnoles s'effondra lors de la bataille de Rocroi le 19 mai 1643. Et, bien que la guerre de 30 ans s'était clôturée au traité de Westphalie, les hostilités se poursuivirent néanmoins entre l'Espagne et la France, cette dernière commençant à grignoter les frontières sud des Pays-Bas restées sous domination espagnole. Le rapport de force était en train de s'inverser au profit de Louis XIV, encore conseillé par le cardinal Mazzarino. C'est d'ailleurs par l'entremise de celui-ci que les termes du traité furent négociés. L'un de ces termes stipulait un mariage avec la fille aînée de Philippe IV, issue d'un premier lit, Maria Teresa. Petit point généalogie. En 1615, le jeune Louis XIII, père de Louis XIV, a dû épouser la sœur de Philippe IV. Cela veut dire que Louis XIV a épousé sa cousine. Mais ce n'est pas le pire.
Pendant que Louis XIII épousait la princesse Anna, Philippe IV, qui était par conséquent l'oncle de Louis XIV, épousait Élisabeth de France, la sœur de Louis XIII. La reine Marie-Thérèse n'était pas seulement la cousine de Louis XIV, mais sa cousine 2 fois germaine. C'était le petit point généalogie. En 1657, l'Empire d'Espagne poursuivait donc son inexorable déclin. Philippe IV avait atteint le bel âge de 51 ans, mais pour l'époque c'était un vieillard tombant régulièrement malade qui, devant les difficultés, se réfugiait de plus en plus dans la prière. Mais celles-ci ne permirent pas de garder en vie sa femme et l'héritier de la couronne, l'infante Baltasar Carlos, qui disparut à l'âge de 16 ans. Et comme si ces malheurs ne suffisaient pas, il venait de donner la main de sa première fille à un royaume concurrent. La seule lueur d'espoir s'incarne donc dans l'infante Margarita Teresa, née en 1651. Au moment des Meninas, celle-ci est âgée de 6 ans et est encore la seule enfant du couple royal. Mais sa bonne santé laissait entrevoir la possibilité d'engendrer un héritier mâle valable afin de conserver la couronne pour la famille des Habsbourg, ce qui pourrait avoir motivé la commande de cette toile vraiment particulière sur bien des points. Sans conteste, elle est avant tout et de loin son œuvre la plus complexe avec les fileuses, mais elle la dépasse nettement en termes de popularité aux côtés d'Aphrodite à son miroir, une toile qui nous permet de faire le lien avec Peter Paul Rubens et de remonter encore avant lui jusqu'à Tiziano. Rubens, qui était en mission diplomatique à Madrid en 1628 et que Velázquez a donc rencontré, possédait, rappelez-vous, Le Prêteur et sa femme de Quentin Masseix, une œuvre que vous savez maintenant inspirée de celle de Jan van Eyck, les époux Arnolfini, sans compter le fait que ce dernier tableau a fait partie de la collection d'un Espagnol, Don Diego de Guevara. Las Meninas apparaît donc déjà comme un profond hommage aux époux Arnolfini, avec qui elle partage notamment de grandes similitudes. Par exemple, la présence du miroir, cette fois rectangulaire, qui nous révèle qui se trouve à la place des spectateurs, le roi et la reine posant a priori pour la première fois ensemble. Ce n'était pas un couple heureux, rien d'anormal pour un mariage arrangé, et nous pouvons déjà le voir à leur posture très droite, sans affection l'un pour l'autre ni échange de regards. Il faut savoir que la cour espagnole suivait une étiquette, c'est-à-dire des règles de protocole, de bonne tenue, de bienséance, particulièrement contraignantes. Il s'agit même de la plus dure d'Europe. En témoigne la mort particulièrement stupide du père de Philippe IV, Philippe III, c'est bien, vous suivez. Certes, le souverain avait d'origine une santé fragile, mais alors qu'il était assis à côté d'un brasero qui flambait trop violemment, le serviteur chargé de l'entretenir était absent. Hors de question, vous pensez bien qu'un autre domestique s'occupe de cette charge à sa place. Et Philippe III d'inhaler une quantité non négligeable de fumée. C'est cet incident qui a précipité son trépas, survenu quelques jours plus tard. J'espère que cet exemple édifiant saura vous rappeler que la cour d'Espagne était régie par un cérémonial autrement plus étouffant que celui pourtant en vigueur à Versailles au temps fort du règne de Louis XIV. Disons que la folie des grandeurs n'était absolument pas exagérée de ce côté-là. Or, cette étiquette se retrouve dans un code extrêmement strict de représentation des souverains. Voici le portrait de la première fille de Philippe IV qui a épousé Louis XIV, le portrait de la seconde femme de Philippe IV, puis un autre. Nous sommes d'accord que cela n'est pas très dynamique. Cela me fait beaucoup penser à ces personnes qui veulent être absolument photographiées ou filmées, mais uniquement d'un côté qu'elles jugent avantageux. Cyril vous présente Anecdote de tournage. Bon bah voilà, ça m'a l'air bien, donc du coup, comme moi je vais sortir pendant la scène, ce serait mieux que moi je sois là, comme ça du coup je sors sans problème. Mais je peux pas plutôt rester là, puis toi tu te mets là parce que je préfère ce profil là. Je suis plus, enfin je préfère. Je suis plus jolie de ce côté-là. Ouais non. Tu te mets là. C'est pas grave, au pire on ne voit pas, tu t'arrives. C'était Anecdote de tournage. Quoi qu'il fasse, les portraiturés sont littéralement figés dans une posture, dans une gestuelle retenue, mesurée, ritualisée même, tant elle est répétitive. Les membres de la famille royale ont pris l'habitude de se faire peindre par Velázquez. Nous savons d'ailleurs que l'infante Baltasar Carlos refusait de poser devant quelqu'un d'autre. Et la petite Margarita Teresa s'est également confrontée très jeune à cet exercice. De surcroît, en 1656, le peintre nous offre déjà une vision très proche de son état dans Las Meninas. Dans ce cas manifeste de non-liberté, d'entrave imposée par la rigueur officielle, et peut-être par le mécanisme qui s'est instauré dans son travail, peut-on réellement dire que Velázquez a été inspiré pour accomplir son œuvre et pas dirigé? C'est ce que nous allons commencer à voir en étudiant la composition. Contrairement à celle que nous venons de survoler, cette toile ne propose pas une figure isolée. De nombreux personnages occupent l'espace, ce qui complique d'emblée sa lecture.
Ne nous précipitons pas et contentons-nous d'appliquer la méthode que vous commencez à bien connaître. La médiane verticale semble vertigineuse puisqu'elle ne coupe qu'un seul personnage, celui de l'infante. Ce qui explique en partie l'importance et la majesté que revêt cette demoiselle encore très jeune et surtout très petite par rapport au support, qui fait approximativement 3 mètres de côté. Néanmoins, il faut noter qu'elle se dresse sur presque 1 mètre de haut. La suite de l'explication repose sur l'attitude de l'infante, qui n'est pas celle d'une fillette de son âge. Loin de rougir ou d'être agitée, c'est une fille de roi qui suit une éducation aussi stricte que l'étiquette rythmant la vie de la cour. On exige donc qu'elle observe une certaine tenue, une contenance et une prestance qu'elle assume avec une parfaite aisance. Son statut de princesse la part d'une conscience d'adulte, exactement comme son frère Balthazar Carlos, que l'on peut voir